Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État est en Chine pour une visite officielle. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara va s'entretenir avec son homologue Xi Jinping. Le président de la République va également prendre part les 3 et 4 septembre prochains au 3e forum sur la coopération sino-africaine. 21 ministres s'engagent à conjuguer leurs efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Engagement pris lors de la 10e session de la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre États africains riverains de l'océan Atlantique. Et puis accusé de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, l'ex-chef rebelle Bosco Ntaganda, qui plaide non coupable, encourt jusqu'à 30 ans de prison. Nous en parlons également ce soir. Mais avant, je vous le disais en titre, le chef de l'État est en Chine pour une visite officielle. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara va s'entretenir avec son homologue Xi Jinping. Plusieurs accords de coopération entre les deux pays seront signés à la faveur donc de ce déplacement du président de la République en Chine. Le président de la République va également prendre part les 3 et 4 septembre prochains au 3e sommet sur la coopération sino-africaine. Viviane Aïma. C'est à 18h20, heure de Beijing, soit 10h20, heure d'Abidjan, que l'avion présidentiel ivoirien a atterri sur le tarmac du pavillon officiel de Capital Airport de Beijing. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui est accompagné de son épouse, arrive dans la capitale chinoise pour une visite d'État. Acte important qui va sceller de manière significative l'excellente coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, matérialisée par l'appui financier chinois au gouvernement ivoirien dans la réalisation de nombreuses infrastructures à caractère social, routes, ponts, adduction en eau potable, renouvellement du réseau électrique. La Chine est aujourd'hui le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite d'État, 5 accords de coopération seront signés en présence des chefs d'État chinois et ivoiriens. Le protocole officiel chinois ne prévoyant pas d'accueil avec faste à l'aéroport, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-ministre des Affaires étrangères, Chen Ziedong. Étaient également présents à l'accueil plusieurs officiels ivoiriens. C'est ce jeudi 30 août que la visite d'État démarrera. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, recevra alors au Palais du Peuple les honneurs militaires dus à son rang et l'accueil du président Xi Jinping et de tout le gouvernement chinois. 7 ministres du gouvernement accompagnent le président de la République dans cette visite d'État qui durera jusqu'au 2 septembre. Après l'aéroport, arrivant à leur lieu de résidence, le président de la République et son épouse ont eu droit à un accueil des plus enthousiastes des Ivoiriens vivant en Chine, heureux de témoigner leur affection au couple présidentiel ivoirien. Après la visite d'État, le président de la République participera toujours à Beijing au 3e sommet du Forum de coopération sino-africain qui réunira du 3 au 4 septembre une quarantaine de chefs d'État africains avec les autorités chinoises au plus haut niveau. Ce séjour du président de la République Alassane Ouattara en Chine ne vise qu'un seul et noble objectif, le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, le président de la République est donc en Chine depuis maintenant quelques heures et en prélude à la visite officielle du chef de l'État en terre chinoise, le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, a rencontré son homologue chinois, une séance de travail pour préparer le séjour du président de la République. On retrouve Viviane Aïma. Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, ce mardi matin, sous les projecteurs des caméras, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, et son homologue ivoirien, Marcela Montano, ont longuement échangé une poignée de main avant de se retrouver autour d'une table pour un échange d'allocutions. L'objet, la visite d'État du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, en Chine, à partir de ce jeudi 30 août.
Si les autorités chinoises sont prêtes à donner un cachet spécial à cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans leur pays, on n'attend plus qu'elle démarre. 21 ministres engagés à conjuguer leurs efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée INN. Engagement pris lors de la 10e session de la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre États africains riverains de l'océan Atlantique. Notez que cette activité illicite fait perdre près de 25 000 milliards de francs CFA à 22 pays africains. Francis Boifou. Elle est considérée comme un fléau mondial. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée INN affecte plus l'Afrique de l'Ouest avec une moyenne de 40% de captures illégales. Cette activité représente une véritable menace pour l'écosystème marin. Notamment le thon qui est braconné sur toute la côte ouest africaine. Nous avons des baleines qui le sont aussi. La pratique illégale de la pêche prive les États de revenus importants. 25 000 milliards de francs CFA de pertes en moyenne dans 22 pays africains riverains de l'océan Atlantique. La situation inquiète les ministres des ressources animales et halieutiques de ces pays. Ils se sont engagés lors de la 10e session de la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique à Abidjan à combattre ce fléau. Faire en sorte que nous puissions désormais parler de gestion des pêches qui tiennent compte, certes, des réalités au niveau de chaque pays, mais nous estimons que lorsque une décision doit être prise dans le cadre de la gestion des pêches, que ce soit de façon concertée. Également, voir comment assurer la gestion durable de nos ressources. Pour gérer les ressources, il y a lieu, par exemple, de réglementer la pêche. Après son bilan jugé satisfaisant, la Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité par les pays membres de la conférence pour présider 2 ans encore aux destinées de cette organisation communautaire dont le but est de préserver les ressources halieutiques fortement menacées par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, est le président en exercice de cette organisation. L'e-agriculture, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'écosystème agricole ou tout simplement la modernisation du secteur agricole par le numérique. Mais une question se pose, par quels moyens l'e-agriculture impacte-t-il les productions agricoles? Élément de réponse dans ce reportage signé David Soyo et Serge Collier. Derrière ce bâtiment se trouve le siège d'une start-up. Ici, sont réunis des jeunes qui réfléchissent et pensent innovation agricole. L'idée pour les responsables est de faciliter le travail des agriculteurs, mettre le numérique au service de l'agriculture à travers des outils technologiques de dernière génération. L'entreprise est une start-up ivoirienne à l'ambition africaine qui utilise des drones, des capteurs et un logiciel fait maison pour permettre aux propriétaires de plantations de reprendre le contrôle de leur exploitation, d'optimiser leur rendement et de pouvoir voir leurs terres et gérer à la fois leurs employés et leurs plantations sans se déplacer. Rendre ces plantations plus rentables en leur donnant une meilleure visibilité grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'idée séduit. À quelques kilomètres d'Abidjan, précisément à Songon, cette approche moderne de l'agriculture est mise en œuvre par des responsables de plantation. Justin est directeur de plantation dans une société de la place. Cet après-midi, il fait le point des récoltes avec ses collaborateurs avant de se rendre dans ses champs de VA. Bon, c'était pour vous faire le point, pour vous dire que ce week-end, on a eu changement de plan. Nous avons livré 10 419 plans. C'est une différence. Cette activité, il la pratique de moins en moins depuis qu'il associe la technologie à la gestion des plantations. Mes travailleurs aujourd'hui savent que
je n'ai pas forcément besoin d'être là pour connaître leur position exacte. C'est vrai que j'ai fait quelques incursions pour toucher du doigt certaines réalités, mais avec le drone déjà, depuis la voiture, depuis le bureau, je peux dire que je me promène avec la plantation. Sceptique au départ, l'utilisation des drones apparaît aujourd'hui comme du pain béni pour ce chef d'entreprise. Le drone a bonifié notre production en ce sens que notre production était en moyenne de 15 tonnes jour. Aujourd'hui, nous sommes passés pratiquement à 20 tonnes jour. Avec un travail acharné, nous avons mis l'accent sur le suivi et surtout sur l'innovation que le drone nous a apporté. 4200 tonnes produites sur 1329 hectares d'EVA en 2016. En 2017, 5500 tonnes, soit plus de 1000 tonnes, grâce à l'appui technologique, notamment le drone. Et cette année, malgré le fait que nous ayons abattu 100 hectares pour le replanting, nous avons de très bons chiffres et nous sommes en mesure de produire pratiquement la même chose que l'année dernière. Détecter les plantes malades grâce à ces images 3D et évaluer la qualité du sol sont les nombreux atouts du drone pour impacter la production agricole. Dès que nous avons eu le survol du drone, nous avons été saisis par les images. Ces images-là montraient un clone dans notre exploitation qu'on appelle le clone IK18 qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire contamine aussitôt les arbres. En outre, le personnel reçoit une formation en informatique en vue de permettre une meilleure rentabilité de leur production. La start-up envisage d'adapter les drones au climat africain et ivoirien en particulier. L'heure est donc à la création des drones Made in Côte d'Ivoire. Vu que le drone est en développement, ce qu'on fait, on essaie d'améliorer légèrement les capacités des drones qu'on a. Il faut savoir que le drone, tout ce qui concerne les systèmes qui sont implémentés dans ce drone ont été déjà normalisés. Il reste juste à concevoir le drone. Donc on peut dire que nous sommes à environ 50% de la réalisation. Nous comptons faire décoller le premier drone WeFly avant décembre. En vue de vulgariser le numérique dans le monde de l'agriculture africaine, la start-up multiplie les conférences sur le réseau e-agriculture. L'objectif à long terme est de permettre à tous les secteurs agricoles de s'envoler plus haut afin de booster l'économie ivoirienne. Dossier signé Davis Seyo et Serge Koleya. Direction Dakar au Sénégal pour parler santé. La 68e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se tient en ce moment dans la capitale sénégalaise. L'événement réunit une quarantaine de ministres de la santé. À l'occasion, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, fait le point de son action sur le continent de 2017 à 2018. Notez également que la couverture maladie universelle est au centre des débats. Envoyé spécial à Dakar, Christelle Mena. Ces 2 dernières années en Afrique, 25 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la prévention du VIH-Sida chez les adolescents. 19 pays ont mis en œuvre des stratégies pour combattre la résistance aux antibiotiques. 12 millions d'Angolais et de Nigérians vaccinés contre la fièvre jaune. Entre autres nombreuses réalisations. L'Organisation mondiale de la santé a dressé son bilan lors de la 68e session de son comité régional pour l'Afrique, en présence d'une quarantaine de ministres de la santé de pays membres, dont Akawele, ministre ivoirien de la santé et de l'hygiène publique. Des maladies transmissibles et non transmissibles au renforcement des systèmes de santé, tout a été passé en revue et des recommandations seront consignées durant ces 5 jours à Dakar. La progression rapide des maladies non transmissibles ainsi que les récentes épidémies révèle la vulnérabilité de nos systèmes de santé. Dès lors, le renforcement de nos capacités de surveillance épidémiologique, de détection précoce et de riposte aux urgences sanitaires s'impose. L'Organisation mondiale de la santé joue à ce titre un rôle déterminant en assurant la coordination. L'Organisation mondiale de la santé, âgée de 70 ans cette année, est en pleine réforme.
une réforme axée sur une meilleure utilisation des ressources et des stratégies orientées résultats. Garantir un financement adéquat pour la santé reste l'un des principaux défis et donc des priorités dans la région. Je félicite les pays qui n'ont pas réduit leur budget alloué à la santé et qui, au contraire, transforment l'austérité imposée par le déclin économique en possibilité de hiérarchisation et d'efficacité de nos systèmes de santé. Partage d'expériences pour une meilleure intégration des politiques sanitaires des pays d'une même région, pour la plupart confrontés aux mêmes problématiques en matière de santé. À cette 68e session, il s'est agi aussi et surtout de couverture maladie universelle en Afrique. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une sorte d'intégration au niveau africain. Il s'agit essentiellement de venir partager l'expérience avec les autres pays, également de s'inspirer de la vision de l'OMS qui porte essentiellement sur la couverture sanitaire universelle. Parmi les défis actuels en Côte d'Ivoire, la mortalité maternelle. Les chiffres qui datent de 2012 donnent un taux de mortalité maternelle de 614 décès pour 100 000 naissances. C'est énorme. Plusieurs actions ont été menées. Et nous pensons que cela viendra fortement en baisse. Mais il faut continuer à travailler pour demeurer dans les normes fixées par l'OMS. La santé en Côte d'Ivoire et en Afrique, un vaste chantier. Un bilan dressé à cette 68e session enregistre de nombreux progrès, des progrès jugés cependant fragiles par l'Organisation mondiale de la santé. Et ici en Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales se préparent. Le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'à demain, 29 août, date butoir. Ambiance bon enfant en tout cas à la CEI, la Commission électorale indépendante, où tous les candidats se disent confiants. Le porte-parole de la CEI les a entretenus. Il a dressé le bilan des candidatures enregistrées et expliqué sa méthode de travail. Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Un air de compte à rebours au siège de la CEI, Commission électorale indépendante. Les candidats aux élections municipales et régionales venus de toutes les contrées du pays se font enregistrer. Et ce, avant la date de clôture fixée ce mercredi 29 août. Nos dossiers ont été déjà déposés. Il appartient à la Commission électorale d'examiner et nous pensons que notre dossier sera valide. Nous conduisons une liste de 31 conseillers au titre du Front populaire ivoirien. Nous sommes prêts. Victor Allé, porte-parole de la CEI, saisit l'occasion pour faire le point des candidatures enregistrées et des dispositions mises en place pour la bonne tenue des opérations. À la date d'aujourd'hui, le point de 13 heures, nous avons eu 37 dossiers de candidature pour l'élection des conseillers municipaux, dont 36 candidatures indépendantes et une candidature du FPI. Pour l'élection des conseillers régionaux, nous avons 2 dossiers de candidature et c'est des indépendants. Le moment venu, nous allons déployer le matériel. Avant l'ouverture des bureaux de vote, évidemment, nous avons formé les agents électoraux et donc toute cette logistique sera mise en place. Au RHDP, l'on centralise les candidatures avant de les acheminer à la CEI. J'avais été élu sous la bannière d'indépendants et maintenant je vais sous la bannière d'un regroupement de partis politiques. Donc c'est vraiment avec plaisir que je vais aller à ces élections-là, l'esprit véritablement dégagé. C'est les vacances judiciaires, donc on a eu aussi un mouvement préfectoral où chez moi-même, à Tanda, le sous-préfet a été affecté en d'autres lieux. Donc ça a créé quelques désagréments, quelques difficultés. Nous avons obtenu presque tous nos papiers. Les derniers sont en route en ce moment même, en train de venir de Tanda. Je pense qu'on pourra tenir le délai de demain. Les candidats dans l'ensemble ont prié pour la paix et la réconciliation. Ils souhaitent en outre la bonne tenue des scrutins. Direction la Cour suprême pour poursuivre, et ce sera en images. Le ministre Gilbert Kafana Koné, ministre chargé des relations avec les institutions de la République, est allé signifier sa disposition à travailler et à faciliter les rapports avec l'institution. Première rencontre entre le ministre Kafana Koné et le président de la Cour suprême, René François. Première rencontre qui augure
d'une franche collaboration. Même constat à la Chambre des rois et des chefs traditionnels où le ministre Gilbert Kafana Koné a été reçu par Sa Majesté Désiré Paul Tanoué, vous le voyez sur ces images, et les honorables donc de son directoire. Le ministre Kafana Koné et les têtes couronnées ont pris rendez-vous pour une séance de travail. Notez également qu'au total, c'est une douzaine d'institutions qui devraient être visitées donc par le ministre Gilbert Kafana Koné. Ils sont de retour à Abidjan après leur séjour en Terre Sainte en Arabie Saoudite. Les 500 premiers pèlerins du contingent étatiques sont rentrés de Mecque hier matin après un mois passé à Médine. On en parle avec Pagasoro Koné qui était justement à l'accueil. Ces pèlerins du premier vol du contingent étatique sont de retour de la Mecque après un mois passé en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec succès et quiétude les différents rites du Hajj et d'avoir prié pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne la paix. Que Dieu donne le bon cœur aux Ivoiriens. Et on remercie Alassane Ouattara, vraiment pour le bien qu'il nous a fait. On a prié pour le pays, on a prié pour la paix. La paix surtout. Et le président même a fait le pèlerinage. Vraiment, on remercie bon Dieu, ça s'est très très bien passé. L'organisation RAS, merci au président de la République, merci à la direction des cultes. Surtout, merci aussi à Dieu, surtout à Dieu. Les responsables de ce premier vol n'ont pas manqué de saluer le comportement exemplaire des pèlerins ivoiriens à Médine et à la Mecque. Chaque année, il y a une amélioration dans le comportement des pèlerins ivoiriens. On devient un modèle pratiquement tous les pays. Le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite nous félicite et il demande que les autres pays africains se comportent comme les pèlerins ivoiriens, de par l'encadrement, de par la formation, de par le comportement, de par tout ce qui peut améliorer le Hajj. Au nombre de 500, ils ont été accueillis à leur descente d'avion par les responsables du commissariat du Hajj. Le pèlerinage Hajj 2018 s'est très bien déroulé. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes les autorités, avec à leur tête le chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort et aucun moyen pour permettre le commissariat du Hajj notamment et tous les acteurs de mener à bien cette opération. Une fois à la grande mosquée de la Riviera Golfe, ils ont reçu les félicitations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est la qualité de l'organisation du Hajj pour ce qui concerne l'encadrement des pèlerins ivoiriens est reconnue de tous, y compris du Royaume d'Arabie Saoudite. Et nous espérons que cela va peut-être nous valoir une augmentation du quota des pèlerins ivoiriens l'année prochaine, Inch'Allah. 8 autres vols transportant les pèlerins du contingent étatique vont suivre cela jusqu'au mercredi 5 septembre prochain. En image, cérémonie de remise de dons à l'UNJCI. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a fait don de 10 ordinateurs à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, du matériel informatique de dernière génération réceptionné par le président de l'UNJCI. Et selon Elie Bentoura, l'ambassadeur, ce geste vise à équiper le siège de l'UNJCI basé à la Maison de la Presse. Des artistes ivoiriens dans l'humanitaire, les membres du groupe Surchoc ont fait parler leur cœur en faveur de 10 familles démunies dans la commune de Trècheville. Cela à l'occasion de la 4e édition du festival dénommé Trèche Ungoa. Et c'est avec Patricia Omouetia qu'on en parle. Des dons en vivres et non-vivres pour les familles démunies de Trècheville. Un acte posé par les Surchoc, le mythique groupe de Souglou, concepteur de la danse Nyapa Nyapa, qui œuvre aujourd'hui dans le social à l'occasion du festival Trèche Ungoa, 3e édition. Le festival de Trècheville, encore dénommé Trèche Ungoa, a pour but de rassembler tous les enfants de la commune pour un moment de partage et d'émotion. Partir de rien et être là où nous sommes et donner envie aux jeunes aussi et l'espoir aux jeunes de pouvoir rêver et de dire qu'on peut réussir en partant de rien. Donc ces familles-là, on ne peut pas les oublier. Un acte apprécié par les responsables de la mairie. Aujourd'hui, c'est un don à 10 familles démunies. Nous voulons saluer le geste et demander qu'ils aient un succès retentissant qui permette que chaque fois qu'ils ont envie de faire ce genre de geste, ils puissent le faire. Pour les bénéficiaires, c'est un soulagement. Vraiment, nous sommes émus même, très contents du don qu'ils viennent de faire. Vraiment, ça nous a surpris, ça nous a dépassés. Nous sommes très contents, très heureux et nous disons merci au groupe Surchoc. Disons merci au maire. La commune de Trècheville, appelée Cité Nzassa, a vu naître ces artistes, notamment les Surchoc et les Poussins Choc.
Ils se sont dit affectés par la destruction des habitations de certains riverains de Guatanicro, un quartier populaire de Treichville. Cette année, le festival Trechungwa a mis l'accent sur le volet social, l'entraide et la solidarité. On parle sport à présent. Sori Diabaté, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, a tenu un point de presse ce mardi au siège de la Fédération. 10 présidents de clubs sur 14 ont répondu présents. Le vice-président en a profité pour annoncer la reprise de la saison 2018-2019. L'ASEC Mimosa, le WAC, la FAD et Boaké FC ont manqué à l'appel du premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Ils sont donc 10 présidents de clubs sur les 14 à avoir pris part au point de presse du premier vice-président. On a demandé à l'ASEC de nous répondre de façon claire sur sa participation ou non à la finale de la Supercoupe, avec un délai très clair qui est aujourd'hui à midi. Et nous avons reçu la réponse de l'ASEC. Et l'ASEC nous dit: nous vous invitons à regarder notre fiche d'engagement qu'on vous a déposée. Donc la fiche d'engagement que l'ASEC a déposée est très claire. Il est marqué dans cette fiche que l'ASEC participe à la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. La Fédération ivoirienne de football a ainsi reçu les fiches d'engagement des 14 clubs de la Ligue 1. En match d'ouverture, l'Union Sportive Club de Bassam sera opposée à l'Africa Sport au stade Robert Champroux de Marcory. Cette rencontre était importante parce que nos amis avaient émis des réserves, donc on voulait savoir ce qui allait se passer. Finalement, je crois que la fédération a tout réglé et ils nous ont rassurés puisque tout le monde s'est engagé. La nouvelle saison débutera le 7 septembre pour prendre fin le 5 mai 2019 en raison de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pour Sori Diabaté, cette saison 2018-2019 est placée sous le signe du rassemblement, de la paix, de la réconciliation, mais avant tout du jeu. L'actualité internationale nous conduit ce soir en France, à la CPI et en République démocratique du Congo, où 4 candidats à la présidentielle dont les dossiers ont été invalidés ont déposé recours. En République démocratique du Congo, 4 des 6 candidats recalés pour la présidentielle du 23 décembre ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. Parmi eux figurent les 3 anciens premiers ministres, Sami Badibanga, Antoine Chizenga et Adolphe Mutsito, mais aussi l'un des principaux candidats de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, qui a déposé son recours lundi. Recours possible jusqu'à ce mardi, 28 août 2018. L'ex-chef rebelle, Bosco Ntaganda, a plaidé non coupable face aux accusations de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. L'accusation et la défense plaideront du 28 au 30 août pour déterminer ou non sa culpabilité. Bosco Ntaganda encourt jusqu'à 30 ans de prison pour un conflit qui a coûté la vie à plus de 60 000 personnes. Le procès dure près de 3 ans. Le ministre français de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé ce mardi 28 août qu'il quittait le gouvernement Philippe pour ne plus avoir à se résigner à une politique qu'il qualifie de petits pas, insuffisante à ses yeux face aux enjeux environnementaux. Beaucoup attendaient que l'ancien animateur et producteur de télévision se retire. Les réactions n'ont pas tardé. Selon un de ses proches, le départ de Nicolas Hulot est la conséquence de l'absence de politique écologique du gouvernement français. Nicolas Hulot essayait de convaincre, mais n'était pas entendu. Et du rire pour terminer, le magnifique cessé à la littérature, Jacques Silver, de son nom à l'état civil, humoriste. Il vient de sortir une œuvre intitulée « Mes rires camants », une œuvre pour guérir nos maux par le rire. Franck Quadio. Pas facile. La plupart du temps, quand on connaît un Wobé, c'est dans la nourriture. Donc j'ai dû découvrir un Wobé. Un Wobé en train d'écrire référence au groupe ethnique de l'auteur, la blague d'un confrère humoriste. C'est que le célèbre comédien humoriste Jacques Silver, dit le magnifique, renforce la seconde corde à son arc. Une nouvelle publication, Mes rires camants. Un jeu de mots et de syllabes, rire et médicaments. Une sorte de thérapie pour soigner et guérir la société de ces mots. Les médecins, les vrais docteurs qui vous piquent, et ils ont médicaments. Nous, on vous parle, on a le médicament. On vous fait rire, on vous fait déstresser, on vous fait oublier. Et en même temps, les messages qui sont passés dans ces tests, pour soigner aussi l'état, les déficits, mais les fléaux qui minent nos sociétés.
Une thématique variée en 10 chapitres dans un style direct, les relations hommes-femmes, les questions de société, le magnifique, un brin moralisateur, un tantinet chambreur. Les thèmes comme la politique, en Côte d'Ivoire, c'est pour politique là qui est du tu vas dire là, Non, vous voyez toujours dans nos spectacles qu'on aborde ces thèmes-là, on n'a pas de limite, mais seulement savoir aborder, comment traiter pour que ça fasse rire. Une présentation au monde des médias et au public, des confrères, des journalistes et même des admirateurs venus soutenir l'artiste. Comme le riz guéri, ils sont là pour rien. Parce qu'il y avait nourriture sur. Mais il n'y a pas de nourriture, mais c'est pas grave, il s'est resté quand même. Vous savez, c'est mon mentor. Voilà, il m'apprend ce que je fais aujourd'hui. Il me suit depuis un moment et je lui dois ça, je dois être là avec lui dans tout ce qu'il fait. Il y a plusieurs styles de littérature, mais lui ici, il a non seulement choisi un français accessible, mais en plus avec beaucoup d'humour, tel que les Ivoiriens l'aiment. Merir Kama est un récit satirique et humoristique. L'artiste magnifique est à sa seconde publication après une première, un best-of, un condensé de ses meilleures blagues. Et regarde, c'est moi-même. L'homme n'est rien. Voilà. C'est sur ces notes d'humour que je vous dis au revoir. Prochain rendez-vous de l'information, 6h30.